Merci. Au micro 8. Palama du C3S, la vieille capitale. Bonjour, monsieur. C'est un honneur de vous recevoir au sein de l'organisation. Je suis ici, sur votre gauche. Merci. Enchanté. Je voulais tout simplement saluer votre courage. Sincèrement, je ne sais pas comment que nous relèverions d'une telle situation. Vous êtes un exemple pour le monde entier de ténacité et je suis fier de notre organisation si ça vous a aidé et saluer tout votre très beau monde pour nous. Merci beaucoup. Merci pour ce mot, vos mots. Ils me viennent droit au cœur. Merci beaucoup. Merci. Au micro 5. Alain-Michel Croteau, syndicat nordique de la baie James. Merci d'être avec nous, Dr. Brutus. À la lumière des événements tragiques qui se sont produits à Haïti ces dernières années, parlez-nous donc des ONG internationaux. Combien y en a-t-il? De quelle façon ont-ils travaillé avec les ONG locaux? Et finalement, qu'est-ce qui s'est fait? Merci. Alors, il n'y a pas de contrôle du nombre d'ONG internationales à être arrivées en Haïti depuis le séisme. On estime que le nombre oscille entre 4 000, 5 000. À mon avis, ce qui affecte Haïti, c'est que ces ONG se concentrent à Port-au-Prince. Port-au-Prince est devenu la République de Port-au-Prince. Voilà pourquoi nous autres, dès le départ, nous sommes restés en milieu rural et c'est là où nous prêtons tous les services. Et je ne saurais trop vous dire de ces ONG, les résultats ne sont pas encore probants. Je ne saurais généraliser, mais selon moi, il aurait fallu une alliance ONG internationale, ONG locale, mais bizarrement, ces ONG ont formé leur propre clan, leur propre noyau impénétrable. Alors, j'aurais formulé le vœu que le prochain ministre de la Planification puisse réguler l'action de ces ONG internationales et peut-être faciliter une cohésion, une symbiose entre les ONG locales comme la mienne et les leurs. Merci. Au micro 6. Docteur Brutus, depuis votre arrivée, Régine Laurent, exécutif, on a eu l'occasion d'échanger à plusieurs reprises, mais on n'a pas eu le temps d'aborder, et je ne suis pas sûre d'avoir compris ce que vous avez dit par rapport aux 300 enfants. Ce que je comprends, c'est qu'il y a une école et il y a aussi l'orphelinat. L'orphelinat touche les 300 enfants, mais en même temps, vous nous dites qu'il y a des enfants qui retournent. Donc, c'est un orphelinat et école où il y a quelque chose que vous êtes peut-être passé trop vite. Merci. Et c'est avec plaisir que je vais vous édifier. Je devais vous dire que l'idée de l'orphelinat, après l'effondrement du bâtiment, après le séisme, a été mise à côté parce qu'il y a eu plusieurs incidents. Et nous avons dit au niveau de l'exécutif de la HELP, changeons de stratégie. Nous allons apporter le pain de l'instruction aux enfants. Nous n'allons pas couper le cordon ombilical avec leurs parents. Nous allons aussi intégrer les parents dans l'école, de manière à ce qu'ils, surtout les mères, qu'elles puissent nous aider à faire la surveillance des enfants, aussi qu'elles puissent apprendre certaines, je peux dire, professions techniques pendant qu'elles viendront chez nous. Alors, c'est tout un nouveau projet, Madame Laurent, vous avez parfaitement raison. Maintenant, il s'agit d'une école primaire. Nous avons laissé tomber l'orphelinat, une école primaire de 300 enfants, des enfants qui ne sont pas nécessairement des orphelins, qui ont leurs parents, qui vivent avec eux, mais nous avons décidé de garder ces enfants du lundi au vendredi chez nous afin qu'ils puissent apprendre le savoir et le savoir-faire, le savoir-être. Je ne sais pas si je suis
Alors, ces 300 enfants iront à l'école gratuitement, seront vêtus gratuitement, recevront 3 repas par jour et pourront aussi aller en balade en République dominicaine avec nous. En d'autres termes, nous voulons leur donner la même opportunité que moi j'ai eue de mes parents. Et rapidement, je peux vous dire qu'il y a un jeune que nous avons parrainé depuis qu'il avait 7 ans. Et aujourd'hui, il a 26 ans et il a été gradué médecin à la Tremblay. Le premier jeune médecin à être gradué à la Tremblay. Donc, il est fantastique. Un jeune très humble et qui a commencé à travailler avec nous. Donc, lorsque vous viendrez en Haïti, vous allez le voir et fasciné. Vous serez fasciné par Olson Ciné. Merci. Au micro 1. Joëlle Thiébaut, Champ Québec. Docteur Brutus, je ne suis pas venue tout de suite au micro parce que j'étais émue. Et le salut de ces enfants était émouvant. Vous leur retournerez notre salut. Et je voulais vous dire que vous êtes vraiment un peuple de résilience, de vous relever de ces peines et de ces misères, parce que non seulement être démuni d'installation, mais c'est être démuni aussi de ses parents, de sa famille. Vous en avez perdu beaucoup et je vous trouve très courageux. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci pour ces mots très chauds, me viennent droit au cœur, madame. Madame Thiébaut. Non, c'est pas madame Thiébaut. Merci. Au micro 2. C3S Chicoutimi. Moi, j'aimerais savoir quelle sorte d'aide que vous avez besoin. Si vous avez besoin d'aide humanitaire, parce qu'on peut se faire libérer, nous autres, là puis aller vous aider, il n'y a pas de problème, là. Si nos employeurs le veulent bien, évidemment. Mais ma question, je ne sais pas si c'est juste moi qui ne sais pas vraiment comment ça marche, mais peut-être pour le bénéfice de la délégation, pouvez-vous nous expliquer vraiment ce que vous faites avec le biodigesteur, puis comment ça fonctionne vraiment, puis qu'est-ce que vous faites avec ça? Je n'ai pas tout bien compris, puis ça m'intrigue beaucoup. Merci. D'accord, merci. Alors, d'abord, je vais répondre au second volet de votre question, surtout à la question. Je reviendrai sur l'aide humanitaire parce que ça m'intéresse beaucoup. L'aide humaine. Le biodigesteur est une technologie nouvelle. Vous me pardonnerez, je ne suis pas un fin connaisseur du mécanisme, sauf que le bailleur de fonds m'a expliqué que c'est une technologie qui sera répliquée en Haïti. Ils ont choisi la HELP pour faire cette expérience pilote. Alors, comment, selon ma compréhension, les excrétas arrivent dans une fosse septique et il faut y mettre une substance chimique qui transforme les matières en gaz. Normalement, les matières fécales contiennent des microbes pathogènes qui, à leur tour, produisent des gaz. Ce gaz, combiné avec une substance chimique, se transforme en méthane. Et il y a un tuyau qui sort du fond de la fosse et amène le gaz à l'extérieur. Après, il faut avoir un certain volume de matière, un certain volume d'excréta, et avec 300 enfants, nous pouvons avoir suffisamment de méthane, de gaz méthane, durant 1 mois. Or, je profiterai pour 1 mois avec les matières. Mais de plus, il y a beaucoup je peux dire, d'animaux, de vaches, etc. Donc, quelqu'un s'en chargera d'apporter les excrétas dans cette fosse septique et constamment, nous pourrons avoir le gaz propane. Donc, suffisant pour la cuisson des aliments. Et je dois aussi vous dire que ce sera inauguré dans 1 mois, mais pour moi, c'est une très bonne nouvelle parce que il y a le phénomène de l'érosion en Haïti qu'il faut combattre, mais surtout la déforestation
la déforestation, le déboisement, et les gens ne sont pas suffisamment sensibilisés sur ce phénomène. Alors, je pense que lorsque vous viendrez en Haïti, vous allez être tout à fait contente, hyper contente de pouvoir voir ce nouveau projet de biodigesteur. Maintenant, en ce qui concerne l'aide, vous êtes déjà bienvenus parce que nous avons besoin de, par exemple, comme nous sommes dans plusieurs créneaux, en santé primaire, soins de santé primaire, santé communautaire, les étudiantes infirmières du Québec peuvent venir en Haïti et il y aura inter-échange. Ensuite, nous avons l'école primaire. Nous sommes en train de mettre en même temps un village pour héberger les gens, les familles victimes du séisme. Ce sont les déplacés. Donc, j'ai offert une portion de terre à une organisation qui s'appelle NET, Nation en Transformation, et à mon retour, je suis certain qu'il y aura une cinquantaine de familles, à raison de 4-5 personnes par famille, a déjà habité le village. Alors, tout ceci, c'est pour vous dire qu'il y a plusieurs créneaux. Si vous venez, vous n'allez pas rester les bras croisés, vous allez travailler quand même, soit au niveau du village, soit au niveau de l'école, soit au niveau du centre hospitalier. Vous êtes bienvenus. Merci. Au micro 4. Gracias à nom du C3S, Lucille Tisdel. J'aurais une question pour vous. Malgré le tremblement qu'a connu Haïti, malgré que les pertes que vous avez subies, avez-vous l'intention de poursuivre vos efforts pour aider les autres villages voisins qui sont vraiment touchés présentement par le choléra? Oui, excellente question. Et quant à présent, nous voulons concrétiser notre rêve au niveau de Vaudreuil, de la Tremblay, et de là, pourquoi pas, répliquer le projet. C'est de quel côté? C'est assis? Il était là-bas. Ok, d'accord. Alors, vous êtes là? Oui. Alors, nous avons l'intention de le faire, mais quant à présent, nous voulons nous assurer que les projets que nous avons déjà mis en place soient bien implémentés, des projets de qualité, et de là, nous pouvons les répliquer dans d'autres régions du pays. Merci. Au micro 5. Nancy Chabot, infirmière au C3S Les Esquerres, en Abitibi. Ça va être plus du domaine du commentaire, c'est-à-dire que personnellement, je travaille en psychiatrie. Puis quand je vois des situations comme ça où les gens réussissent à se relever, à tous se rejoindre, puis qu'on n'entend pas parler de suicide puis de dépression majeure, j'ai de la difficulté à comprendre, nous, qu'est-ce qui nous manque. Là. Et alors, comme si j'ai bien compris, si j'ai bien compris, vous auriez demandé si nous autres, nous avions aussi des cas de dépression, de tendance suicidaire après le séisme. C'est bien cela? Et je m'excuse. C'est plus pour vous refléter comment la surconsommation peut en venir à nous faire, soit nous rendre en pénurie d'hormones cérébrales, soit d'en sécréter trop. Mais nous, ici, on a un fort pourcentage de suicides et de dépression et de maladies mentales. Puis on vit vraiment pas, si on enlève un petit peu là, la région inondée, là, on vit vraiment pas les situations que vous nous avez montrées et dont vous nous avez parlé. Donc, c'était plus à titre de commentaires positifs.
je pense que l'entraide finit par faire que les gens, ils se lèvent debout, ils se tiennent, puis ils ont ce qu'ils ont besoin au niveau psychologique. Merci, j'ai bien compris. Alors, vous aussi, seriez-vous intéressé à venir à Haïti, à nous aider avec ces enfants, parce que je crois que la composante psychologique, psycho-affective est importante pour nous. Cela me servira de matière de réflexion pour un nouveau projet. Merci. Merci. Au micro 6. Oui, bonjour, Caroline Fiajol, SPSS CHUM. Écoutez, Dr. Brutus, pour commencer, merci et quel courage est le vôtre et celui aussi de votre équipe. Vraiment, il faut le saluer. Merci. En deuxième lieu, j'aurais 2 petites questions pour vous. Le 1 000 $ par enfant dont vous parlez pour vos 300 enfants qui iront à votre école, qui est merveilleuse. Je pense que l'idée, ça passe par l'innovation. Vous avez innové. Comment est-ce que vous allez trouver le budget et est-ce que la Fédération pourrait, parmi Mme Laurent, trouver au moins la possibilité de subventionner un enfant? Moi, j'ai la chance de faire ça par Centraide. Là. Aussi, comment vous avez parlé de la déforestation qui est rendue à 2 % chez vous. Alors, je trouve ça assez inquiétant parce que, évidemment, tout passe par la forêt et l'oxygène et ce qu'elle peut nous donner. Alors, vous avez parlé du biocombustible, mais aussi la replantation. Est-ce que c'est quelque chose à court, moyen terme, long terme que vous avez discuté avec vos gouvernements? Merci. Merci. D'abord, le budget concernant l'école. Nous ne sommes pas restés les bras croisés. Nous cherchons, comme j'ai mentionné dans mon allocution, des marraines, des parrains, et nous estimons qu'à raison de 1 000 $ américains par an, par enfant, cette valeur sera suffisante pour répondre aux besoins d'hébergement de chaque enfant, les repas chauds, le paiement des salaires des enseignants et des pédiatres. Le gouvernement, quant à présent, n'est pas fonctionnel. On ne peut pas parler de gouvernement, donc il m'est impossible d'aller auprès du ministère de l'Éducation et de solliciter une subvention. Donc je ne fais qu'écrire des projets et voir parallèlement à notre quête de parrains et de marraines, de voir s'il y a d'autres organisations qui pourraient nous apporter concours. Évidemment, comme stratégie, nous allons nous lancer dans un camp d'été. Nous avons encore 2 ou 3 mois pour trouver l'aide escomptée. En ce qui concerne la déforestation, c'est un phénomène qui déchire mon cœur, parce que depuis mon arrivée en Haïti, ça fait 18 ans, je ne fais que combattre ce phénomène. Mais je me rends compte aussi que les habitants en Haïti n'ont pas d'autre alternative. Faut-il bien qu'on crée une alternative? Je fais la navette entre la République dominicaine et Haïti. Et d'abord, le gouvernement a pris soin de légiférer en ce qui concerne la déforestation. Donc, vous êtes pénalisé si vous êtes surpris en train de couper un arbre. Tandis qu'en Haïti, nous n'avons pas cette législation. Je crois que ma démarche auprès du ministre de l'Environnement serait de l'encourager à légiférer, à aller devant le Parlement afin de légiférer. Mais en même temps, le gouvernement doit s'assurer de mettre en place une alternative comme le gaz propane, subvention de gaz propane, ou pourquoi pas le gaz méthane via une série de biodigesteurs dans chaque localité. Merci. Merci. Au micro 8. Julie Ouellette, présidente du SPSQ. Donc, bonjour. Bonjour. Donc, même si on vous l'a déjà dit, moi aussi, je vais vous remercier de cette conférence-là. Je vais souligner également le courage que vous avez. Puis, ce n'était pas la première catastrophe que vous aviez lors de la dernière inondation que vous avez vécue, du tremblement de terre. Donc, j'étais contente de voir dans le document que les sous qui ont été ramassés à la FIC et qui ont été envoyés, donc, ont été envoyés à votre organisation HELP.
Bon, tout à l'heure, en début de conférence, vous avez dit que ça avait servi, entre autres, à mettre une espèce de barrière pour empêcher l'inondation. Mais est-ce que j'ai pas tout compris là, à quoi ces sous-là avaient servi, si vous aviez d'autres exemples à nous donner. Et je veux aussi vous dire que on a une ministre, nous, libérale, qui défend le développement des gaz de schiste. Et elle nous a dit, elle a dit au peuple québécois que les vaches émettaient plus de gaz et de pollution que les gaz de schiste. Donc, je pense que votre méthode à Haïti pourrait être exportée au Québec, puis nos vaches continueraient de paître et on polluerait, on prendrait la pollution, puis on la transformerait, puis on se réchaufferait. Fait que je vais y en parler. Merci d'abord pour vos mots très encourageants. Et ce sont ces mots qui renforcent ma conviction et me servent de leitmotiv. Et en ce qui concerne, c'est une expérience nouvelle. Évidemment, nous avons aussi des vaches au niveau de la localité de la Tremblay. Mais pourquoi pas, je crois que le gouvernement devrait s'impliquer, étant donné que le gouvernement présent est démissionnaire. Moi, je vais m'évertuer à prendre contact avec les responsables, les leaders, et de faire cette promotion, parce que pour moi, c'est l'unique alternative afin de combattre la déforestation. Je ne sais pas si vous connaissez la République dominicaine, si vous connaissez la petite ville de Himani qui est à côté de fonds parisiens en Haïti, du côté est, eh bien, il y a une différence écologique énorme. Vous laissez Vaudreuil après 20 km, vous entrez à la frontière et 10 km après, vous êtes en Himani. Vous ne sauriez comparer l'écologie du côté d'Haïti avec celle de la République dominicaine. Et pourquoi? Parce que le gouvernement s'implique dans le reboisement et aussi apporte des solutions pour la population en République dominicaine, à Himani. Alors, pourquoi pas? Et je vais continuer à œuvrer dans ce sens et prendre contact avec les prochains responsables gouvernementaux. Merci. Au micro 5, dernière intervention. Me? Oh. I just have one question. Where do you get your water Votre supply identification, s'il vous plaît. Oh, sorry. Loretta Charles, licensed practical nurse with Jewish Elder Care Center. And I just have one question. Where do you get the water supply for your institution, and how do you keep it clean because of all the cholera and everything? Vous voulez que je réponde en anglais, en français? La question est où est-ce que vous prenez votre approvisionnement en eau et comment vous faites pour la garder, qu'elle soit potable et comment vous la distribuez? C'est la question qui a été posée. D'accord. Et je réponds en français. Alors, nous avons puisé des puits qui débitent avec des pompes à eau qui débitent 650 gallons par minute en moyenne. Et nous y ajoutons du chlore, l'eau est traitée et distribuée. Nous avons pu, en alliance avec Water International, une organisation qui est en Haïti et qui vient de l'Éthiopie. Nous avons pu mettre en place ce système d'abduction d'eau, mais nous n'avons pas ce problème en termes de quantité d'eau. La décontamination de l'eau se fait avec le chlore. Et une tablette qui s'appelle Aquatab, d'ailleurs, en recevant le don de la FIC, nous avons acheté de grands paquets d'Aquatab et de chlore pour faire la décontamination, pour pouvoir décontaminer l'eau à la Tremblay. En ce sens, nous n'avons pas ce problème.
Mais alors, rappelez-vous que le choléra est produit par un bacille, le Vibrio cholerae, qui se retrouve non seulement dans les eaux contaminées, mais aussi dans les aliments qui ne sont pas propres. Voilà pourquoi nous insistons sur l'éducation, sur la sensibilisation des parents, des étudiants, des écoliers, des patients qui viennent chez nous. Conclusion, Madame Beauclerc? Alors, merci beaucoup, Dr. Brutus. Merci de partager avec les délégués votre réalité. Vous savez, des fois, on a l'impression que c'est très loin. On regarde ça à la télé, puis on se dit, ben, c'est plate, c'est de valeur. Mais ce qui est clair avec la HELP, c'est que nous voulons établir un bon partenariat. Et dans ce sens-là, je vous annonce, Dr. Brutus, que jusqu'à ce que vous puissiez trouver les bailleurs de fonds nécessaires, la FIC, nous allons subventionner 5 enfants pour la prochaine année. En général, je contrôle mes émotions, mais cette fois-ci, I am speechless. C'est le comité exécutif, sinon je ne suis pas toute seule. je partagerai plus tard la nouvelle avec la responsable, qui m'a écrit d'ailleurs aujourd'hui pour dire « Je prie » parce que les choses vont mal en Haïti. Et avec la recrudescence de l'épidémie, je lui ai dit de monter les gardes, mais quand même, elle a écrit pour dire « Nous prions » parce que nous sommes très vulnérables au niveau de la Tremblay et nos enfants n'ont pas pu venir à l'école. Donc, je vous remercie au nom du personnel de la HELP et à mon nom propre. Merci à vous. Vous voyez, la solidarité, c'est la clé du succès. Le contact un à un dans les villages pour l'éducation, la prévention et ce qui a aidé le village à Croix-des-Bouquets. Alors, faisons la même chose sur le terrain et nos membres seront derrière nous et seront solidaires avec nous. C'est exactement le même travail qu'on doit faire. Chez nous, il faut oser, agir, influencer. Puis oui, le changement passe par nous, puis on va faire un virage obligé, puis on ne rentrera pas dans le mur. Merci.